Le 15 août 2026, un porte-parole du département du Trésor américain confirmait ce que les marchés financiers murmuraient déjà depuis 2 semaines. Washington venait de dépenser plusieurs milliards de dollars pour sauver une monnaie qui n'est pas la sienne. Ce jour-là, la sénatrice Elizabeth Warren envoyait une lettre formelle au secrétaire au Trésor Scott Bessent pour lui demander des comptes. Une question simple, mais dérangeante. Pourquoi les États-Unis viennent-ils de dépenser l'argent des contribuables américains pour défendre le yen japonais? Pour comprendre cette question, il faut remonter le fil. Et ce fil nous mène, contre toute attente, à un détroit du golfe Persique, à une réserve pétrolière au Texas et à une fabrique de conserve de poissons sur une île russe que personne, il y a un mois encore, n'aurait su placer sur une carte. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas une succession d'événements isolés. C'est une mécanique, une chaîne de dépendance où chaque maillon tire sur le suivant, et où un pays, le Japon, se retrouve à payer, sur 3 fronts à la fois, la facture d'une guerre qu'il n'a pas choisie. Un chiffre qui ne ment pas. Commençons par un chiffre que peu de commentateurs relaient. La réserve stratégique de pétrole des États-Unis, ce coussin de sécurité AS-Uni, ce coussin de sécurité constitué pour les crises majeures, est tombé à environ 243 millions de barils. Le seuil considéré par les ingénieurs pétroliers comme le plancher opérationnel sûr se situe entre 250 et 300 millions. Washington est donc déjà sous ce seuil. Ce n'est pas un hasard de calendrier. Depuis que les États-Unis mènent une opération de blocage contre les exportations pétrolières iraniennes via le détroit d'Ormuz, cette réserve a été mise à contribution pour amortir la flambée des prix à la pompe. Autrement dit, la guerre censée étouffer l'économie iranienne est en train, simultanément, d'éroder le coussin de sécurité énergétique américain. Ajoutez à cela un déficit budgétaire annuel proche de 1 900 milliards de dollars et une dette fédérale qui dépasse désormais 40 000 milliards, environ 120% du PIB. Et vous obtenez une puissance qui mène une guerre d'usure avec des ressources qui, elles, ne sont pas illimitées. En face, l'Iran combat pour la survie de son régime. Pour Téhéran, il n'y a pas de porte de sortie honorable. Pour Washington, c'est un choix politique, arbitrable, négociable. Cette asymétrie de motivation, plus que la puissance militaire brute, façonne l'issue du rapport de force. Le mécanisme qui se retourne contre son auteur. Voici maintenant le cœur du sujet, et l'endroit où l'histoire devient vraiment intéressante. Bloquer Ormuz vise l'Iran. Mais qui d'autre dépend de ce détroit? Le Japon, dont plus de 90% du pétrole brut importé transite par le Moyen-Orient. Le pays n'a presque aucune production énergétique domestique. Quand le détroit se resserre, la facture énergétique japonaise explose. Ce choc arrive sur un terrain déjà fragile. Avant même la guerre, l'écart de taux d'intérêt entre la Réserve fédérale américaine, autour de 3,5 à 3,75%, et la Banque du Japon, environ 1%, même après sa plus forte hausse en 30 ans, alimentait un flux constant de capitaux quittant le yen pour les actifs américains, ce que les marchés appellent le carry trade. Résultat, le yen, déjà sous pression structurelle, s'est effondré jusqu'à environ 163 à 164 pour $1 fin juillet 2026, son plus bas niveau en près de 40 ans. Et c'est là que la boucle se referme. Le Japon est le premier détenteur étranger de bons du Trésor américain, le principal créancier des États-Unis. Si le yen continue de s'effondrer, Tokyo n'a qu'un levier pour défendre sa monnaie, vendre ses bons du Trésor pour récupérer des dollars. Or, une vente massive de dettes américaines par le Japon ferait grimper les taux d'intérêt aux États-Unis, renchérirait les crédits immobiliers et pèserait sur une économie américaine déjà fragilisée par le coût de la guerre. Résumons la chaîne. Washington bloque Ormuz pour affaiblir l'Iran, flèche le choc pétrolier, combiné au différentiel de taux, fait plonger le yen, flèche le yen en chute, menace de déclencher une vente de bons du Trésor américain. Cette vente menacerait la stabilité financière des États-Unis eux-mêmes. Pour éviter ce scénario, Washington a dû intervenir directement pour soutenir le yen.
l'arme dirigée contre l'adversaire finit par blesser celui qui la manie. Une opération de sauvetage qui en dit long. Le 31 juillet 2026, les caméras ont capté, lors d'une réunion à Camp David, un bloc-notes posé devant Scott Bessant. On pouvait y lire, écrit à la main, « Acheter des yens japonais, 5 à 10 milliards de dollars ». Ce n'était pas une fuite accidentelle, le secrétaire au Trésor a lui-même confirmé, sur CNBC, que le message était volontaire, un avertissement direct aux spéculateurs qui pariaient contre le yen. Le détail le plus révélateur n'est pourtant pas la mise en scène, mais la méthode. Pour acheter des yens, le Trésor américain n'a utilisé ni dollars, ni bons du Trésor. Il a mobilisé des euros, puisés dans le fonds de stabilisation des changes, un instrument que le secrétaire au Trésor contrôle sans validation du Congrès, et la Banque centrale européenne n'en a pas été prévenue à l'avance. Autrement dit, Washington a résolu un problème japonais en utilisant, sans consultation, une monnaie européenne. L'opération a d'abord fonctionné. Le yen est remonté jusqu'à environ 155 pour un dollar, avant de retomber vers 159 à 160 quelques jours plus tard. Les causes structurelles, le différentiel de taux, le choc énergétique lié à la guerre, n'ont, elles, pas été traitées. L'intervention a acheté du temps, pas une solution. Le Japon pris en étau sur 3 fronts à la fois. Mais l'histoire du yen n'est qu'une partie du tableau. Au même moment, le Japon fait face à une pression convergente venue de 3 directions distinctes, et je crois que cette convergence n'est pas un hasard de calendrier. Au sud, la Chine. Après que le Premier ministre Sanae Takaichi a déclaré, en novembre 2025, qu'une attaque chinoise contre Taïwan constituerait une menace existentielle pour le Japon, activant potentiellement le droit japonais à une intervention militaire en défense collective, Pékin a répondu sur le terrain économique. Durcissement des contrôles à l'export sur les terres rares, dont le Japon tire environ 60% de son approvisionnement depuis la Chine, des matériaux essentiels pour les semi-conducteurs et l'industrie de défense, interdiction des importations de produits de la mer japonais, suspension de liaisons aériennes commerciales. Le message est limpide. Les engagements politiques envers Taïwan ont un prix économique. À l'ouest, la Corée du Nord. En mai 2026, juste après que Donald Trump puis Vladimir Poutine ont chacun rencontré Xi Jinping à Pékin, le président chinois s'est rendu à Pyongyang début juin pour rencontrer Kim Jong-un, sa première visite en 7 ans. Dans les semaines qui ont suivi, les tirs de missiles nord-coréens vers la mer du Japon se sont poursuivis, rappelant régulièrement à l'opinion publique japonaise, profondément pacifiste, la proximité d'un État doté de l'arme nucléaire. Ce rappel périodique nourrit une pression politique intérieure qui limite la marge de manœuvre du gouvernement Takaichi, même lorsque celui-ci cherche à accélérer le réarmement. Au nord, la Russie. Le 13 août 2026, Vladimir Poutine s'est rendu pour la première fois de sa présidence sur l'île d'Iturup, dans l'archipel des Kouriles, que le Japon revendique sous le nom de Territoire du Nord et qui bloque, depuis 1945, la signature d'un traité de paix formel entre les deux pays. Poutine n'y est pas venu en visite militaire. Il a inspecté une usine de transformation de poissons, goûté du caviar local, visité une école. Ce choix de mise en scène est lui-même un message. Ces îles sont présentées comme un territoire russe ordinaire, ne nécessitant ni négociation ni justification. Le même jour, les ambassadeurs russes et chinois à Tokyo publiaient une déclaration conjointe mettant en garde le Japon contre toute tentative de réviser les résultats de la Seconde Guerre mondiale. 3 axes de pression, indépendants dans leur exécution, mais qui se renforcent mutuellement. Et au moment précis où cette triple pression s'exerce, les États-Unis, garant historique de la sécurité japonaise, ne disposent d'aucun porte-avions dans le Pacifique occidental, mobilisés qu'ils sont dans le Golfe. Ce que révèle vraiment ce sauvetage. Il y a une manière de raconter l'intervention américaine sur le yen comme un geste de solidarité entre alliés. C'est dans le récit officiel. Donald Trump
l'a qualifié de signal d'amitié envers un partenaire historique. Mais posons la question autrement. À qui profite réellement ce sauvetage? Le Japon détient environ 1100 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Si le yen s'effondre, Tokyo vend cette dette pour se défendre. Et ce sont les taux d'intérêt américains qui grimpent, le crédit américain qui se resserre, l'économie américaine qui encaisse le choc. En stabilisant le yen, Washington ne protège pas d'abord le Japon. Il protège son propre marché obligataire, son propre système de financement. C'est une dynamique que les grandes puissances ont toujours connue, sous des formes diverses. Quand un centre de pouvoir mobilise les ressources de sa périphérie pour absorber les chocs qui le menacent lui-même, tout en présentant cette opération dans le langage de l'alliance et du soutien mutuel. Le Japon absorbe aujourd'hui le choc énergétique d'une guerre qu'il n'a pas déclenchée, tout en assumant, à travers son réarmement, 2% du PIB consacré à la défense, 400 missiles de croisière Tomahawk déployés à Kyushu, le risque militaire d'une confrontation avec la Chine, qui sert d'abord la stratégie américaine dans la région. La question que beaucoup, à Tokyo, commencent tout juste à se poser, mérite d'être posée clairement. À partir de quel point le coût d'être en première ligne dépasse-t-il le bénéfice de la protection promise?